Bonjour, on est le 9 août 2020, en ce dimanche 9 août 2020. Il a fait une journée terriblement caniculaire hier. D'ailleurs, les météorologues ont dit que c'était la journée la plus chaude de tous les temps depuis qu'ils mesurent les températures, bien sûr ici en Belgique. Donc on a une journée caniculaire, il fallait pas trop sortir hier. Bon, ça a rattrapé un petit peu toute ce mois de juillet où on n'a pas eu forcément un temps pareil. Mais c'est vrai qu'un temps pareil est difficile à supporter pour certaines personnes qui sont vite gênées par l'effet de la température. Je pense aux personnes âgées, autres malades, etc., etc., qui n'ont pas forcément d'air conditionné, et notamment maintenant, on isole beaucoup les maisons, mais le problème c'est que quand on isole les maisons, il faut pouvoir euh, voilà, directement construire une installation d'air conditionné, parce que c'est bien d'isoler les maisons, bon, mais ça c'est bien pour l'hiver, ou voilà, quand il fait froid. Euh, mais quand il fait très chaud, comme des journées d'aujourd'hui ou d'hier, eh bien, il faut penser à pouvoir mettre de l'air conditionné, un système d'air conditionné pour pouvoir aérer l'habitation avec de l'air frais, apporter de l'air frais à l'habitation. Et ça, bon, les gens n'y pensent pas parce qu'ils isolent les habitations. Oui, c'est valable. Au niveau des périodes froides, les périodes froides, on ne les rencontre pas, je veux dire, sur toute l'année, hein, vous comprendrez ça. Donc, ces isolants vont jouer leur effet qu'un nombre de mois. Et puis, par après, bon, il faut passer à l'air conditionné parce que quand on a des journées d'été telles que celles d'aujourd'hui, ben, si elles durent 2 mois, ces journées-là, enfin, si ouais, ces journées durent 2 mois, ben, il faut penser à mettre de l'air conditionné. Donc on aura deux systèmes, un système air chaud et un système air froid. Le tout, le meilleur, c'est de mettre une pompe à chaleur. Hein. Pompe à chaleur qui va donner soit du chaud ou du froid. Et ça, c'est le meilleur système qui va donner soit du chaud ou du froid en fonction des périodes, euh, voilà, des périodes annuelles. Si on est en été ou en hiver, voilà, parfois on peut avoir un automne qui n'est pas très froid, et donc ne pas chauffer forcément les habitations parce qu'en fait, on a un automne qui est, on va dire, avec des températures clémentes. À propos de température, ben, je parlais justement ici de chaleur. C'est le bienvenu, c'est le bienvenu. Euh, je vais vous parler un petit peu de chaleur et de système. Donc, vous comprendrez que j'ai déjà vu la notion de système et qu'un système regroupe en son sein, euh, voilà, soit des substances et des constituants. Des substances, des constituants, des matériaux, du matériel, peu importe. Un système est défini comme un tout dans lequel on l'englobe en le renfermant au travers d'un ensemble. Voilà. Euh, le système a un contenu, il a un contenu, et dans ce contenu, il y a aussi du contenant. Mais quand on définit la notion de système, vous comprendrez que d'office, ce qui ne fait pas partie de l'ensemble, mais c'est l'extérieur à l'ensemble qui est le milieu extérieur. Alors, je vous rappelle que le système plus le milieu extérieur constitue l'univers en soi. C'est l'univers en soi. Voilà. Alors, quand on définit un système, c'est un utilisateur qui va être, on va dire, euh, on va dire contraindre un ensemble d'éléments à être pris dans un ensemble déterminé en le détachant de tout ce qui l'entoure, de façon à étudier ce système, de façon à pouvoir voir comment interagit le système avec le milieu extérieur. Donc le système est multiparamétré, c'est-à-dire qu'il possède des paramètres, des variables si vous voulez. Il y a des variables dans un système, il y a toujours des variables. Le système peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un corps humain, ça peut être des planètes, ça peut être voilà, des organes mécaniques, ça peut être
ce que vous voulez. Du moment que vous contraignez des éléments afin d'étudier les caractéristiques, les propriétés, les relations qui existent dans votre système. Le but, c'est juste, on a fait juste un cloisonnement, juste pour étudier comment évolue le système, comment il va répondre par rapport à des interactions externes. Quelles sont les réponses du système, sachant que le système est multiparamétré ou monoparamétré, peu importe, mais le système va répondre en fonction de paramètres d'entrée. Et donc, justement, on désire étudier comment va évoluer le système par rapport à ces variables qui sont en interne. Bon, mais le système, c'est une notion qui est assez très large, qui est très large. Pourquoi très large? Parce qu'on peut étudier un système en électricité. Si vous êtes dans le domaine de l'électricité, vous pouvez cloisonner un système, étudier le système et voir comment évolue le système par rapport à une réponse. On va lui mettre une tension continue, alternative, une tension en crête, une tension triangulaire, peu importe, et on regarde comment les composants qui forment le système, les condensateurs, voilà les condensateurs. J'ai parlé d'électricité, donc il faudrait que je fasse attention à ce que je dise. Donc de condensateurs, de résistance, etc. Ou d'un moteur, hein. Je peux mettre un moteur. Voilà, je peux mettre un moteur et voir comment le moteur, voilà, comment les paramètres du moteur vont évoluer en fonction de caractéristiques externes, hein, de charge, une charge externe, comment va répondre mon moteur. Bon, il en est de même pour les alternateurs qui vont débiter du courant, mais comment, en fonction des charges externes, comment va fluctuer les variations, je veux dire, de tension et de courant fournis à l'extérieur, qui sont des charges extérieures électriques. Voilà. Est-ce que l'alternateur va répondre par rapport à différentes charges capacitives, selfiques ou résistives, de la même manière que pour bien sûr, une force électromotrice d'un certain type de signal, si elle va répondre, comment vont-ils répondre par rapport à ces situations? Voilà, j'ai pris l'électricité, mais on peut faire de l'étude en électronique. On prend un système composé, voilà, de condensateurs, de self, de varicap, voilà, de diodes, tout ce qui s'ensuit. Vous en faites ce qu'on appelle un montage électronique, c'est-à-dire qui va répondre à voilà, qui va répondre à des paramètres tension, courant, fréquence et gain, voilà, en fonction d'entrée. Et vous allez avoir une sortie en réponse à une fonction par rapport à l'entrée. Bon. Donc vous voyez que le système, j'ai pris un système électrique, vous ai dit comment on peut euh, répondre à un système électrique en fonction de ses paramètres, comment on peut répondre à un système électronique en fonction des paramètres d'entrée. Vous rentrez des paramètres d'entrée, vous aurez, bien sûr, il y aura des perturbations extérieures, et vous allez avoir une réponse en sortie. Voilà, et ça c'est toute l'étude de l'électricité et de l'électronique. C'est la réponse la réponse que les signaux auront en fonction de ce que vous avez entré comme signal. Je vous rappelle qu'un signal, c'est tout simplement une énergie électrique. Hein. Voilà, c'est une énergie électrique. Bon, je vous ai pris le cas de figure de l'électricité électronique, je pourrais prendre, faire une étude d'un système mécanique. Un système mécanique avec des organes qui sont voilà, des engrenages, des poulies, voilà, des organes qui vont communiquer entre eux et voir par rapport à un nombre de dents bien spécifique d'un engrenage 1 par rapport à un engrenage 2, comment vont évoluer les vitesses. Donc mon système, c'est un système, je prends configurer, configurer mon système pour avoir les meilleures visions des paramètres, des variables, et le cas échéant d'étudier et de savoir comment vont évoluer, je veux dire, les vitesses.
en fonction des engrenages. Par rapport à une vitesse d'entrée d'un engrenage 1, comment sera la vitesse de l'engrenage numéro 2, sachant qu'ils ont des dents différentes. Voilà. Et je vous rappelle encore une fois que la vitesse, derrière se cache la vitesse, c'est une énergie cinétique. Mais ici, c'est une énergie cinétique de rotation. Voilà. Donc ça reste une énergie mécanique. Tout à l'heure, je vous parlais de signaux, mais c'est de l'énergie électrique. Et ici, je vous parle de vitesse, donc d'énergie cinétique, donc énergie mécanique. Voilà. Donc un système, bon, on va lui faire entrer de l'énergie, soit électrique, chimique. Je vous rappelle qu'une pile, par exemple, c'est une réaction d'oxydoréduction, mais elle va fournir une force électromotrice, donc une énergie électrique. Donc on part à la base de l'énergie chimique pour avoir une énergie électrique. Et cette énergie électrique va être utilisée, par exemple, pour un petit moteur de voiture, un petit jouet, un véhicule de voiture. Mais là, c'est une pile qui va faire tourner un petit moteur électrique pour la faire rouler. Et donc là, à ce moment-là, on a une transformation d'énergie chimique vers une énergie électrique, vers une énergie mécanique. Parce que rouler, c'est énergie cinétique. Donc c'est énergie mécanique. Donc un système va interagir avec l'énergie. Mais pas que. Pas que. Donc, on a le système qui va interagir avec l'énergie. Mais il va interagir aussi avec, vous comprendrez, la matière. Et il y a une dualité entre matière et énergie. On ne peut pas dire qu'il y a une... on peut faire des distinctions, mais l'un n'existe pas sans l'autre. Là où il y a de la matière, il y a de l'énergie, et là où il y a de l'énergie, il y a de la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc un système, c'est ça. Et qu'est-ce qu'est un système? C'est tout ce qu'on peut, on va dire, renfermer et étudier ses paramètres, d'évolution. Parce que on pense que ça va évoluer, le système va évoluer. Si on étudie les paramètres, c'est pas pour rien, ça ne va pas rester constant. C'est de se dire que bon, le système va passer d'un état 1 à un état 2 parce qu'il va évoluer. Parce que si le système n'évolue pas, il est constant, donc ça ne sert à rien de l'étudier. Ça ne sert à rien d'étudier, on a des variables qui ne bougent pas. Et des variables qui ne bougent pas, ça s'appelle les constantes. Voilà, donc on aura voilà, des constantes, les variables ne bougeront pas, et il n'y a pas, on va dire, et ça, c'est par exemple l'univers. L'univers est constitué d'un système de constantes. Elle a ses propres constantes. L'univers extérieur qui est, voilà, a ses propres constantes. Elle est régie par deux systèmes. Il y a des systèmes évolutifs et systèmes non évolutifs. Et les systèmes non évolutifs, ce sont des systèmes constants, contrairement aux systèmes variables. Voilà. Mais ici, moi, quand j'englobe voilà, la terminologie système, c'est parce qu'en fait, on va passer d'un état 1 à un état 2. Voilà, donc on va faire évoluer des variables d'un état 1 à un état 2. Et le système possède ses propres variables. On peut avoir un système monovariable avec une seule variable, comme on peut avoir un système multivarié ou multivariable. Tout dépend du système que l'on a en présence. Alors je vous ai dit que le système peut être défini soit au niveau électricité, au niveau électronique, au niveau mécanique, au niveau chimie, au niveau... Et je vous ai pris des exemples de systèmes au niveau chimie. On a le système au niveau chimie, ben, si vous faites la thermodynamique de la thermodynamique chimique, ben, le système, ce sera le calorimètre. Calorimètre, mais étudié sous forme thermodynamique, parce qu'il existe aussi le calorimètre sous forme, étudié sous forme de la physique. Soit on étudie le calorimètre sous forme thermodynamique, avec les variations d'enthalpie, voilà, ou soit on parle du calorimètre sous forme voilà, de la branche de la physique. Et à ce moment-là, vous ne parlerez plus d'enthalpie. L'enthalpie est utilisée uniquement dans les principes de thermodynamique. Donc, quand vous faites de la thermochimie, je comprends que vous preniez des principes de la thermodynamique parce que le but de la
thermochimie, c'est justement, enfin, l'étude de la thermodynamique, c'est justement la chimie, la thermodynamique chimique. Donc, fatalement, on comprend bien que la thermodynamique, c'est un concept qui est, je veux dire, assez large et dont beaucoup de domaines euh, s'en imprègnent de la thermodynamique pour justement faire des études euh, basées sur des variations d'énergie calorifique et de travail, bien sûr. Énergie calorifique et de travail. Donc ça, c'est la thermodynamique, étudie les variations énergétiques et de travail. Voilà. Et donc la thermochimie va s'imprégner de ces variations chimiques, ces variations, oui, chimiques, et va s'imprégner de la thermodynamique pour voir ces variations calorifiques au niveau enthalpie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ben, il y a la calorimétrie physique et la calorimétrie chimique, puisqu'il y en a un qui va étudier, qui va en faire entrevoir les enthalpies, et l'autre qui va étudier voilà, voilà, les chaleurs massiques. D'un côté on aura les chaleurs massiques et d'un autre on aura les chaleurs molaires. Enfin, d'un côté on aura des chaleurs massiques à prendre en compte et de l'autre côté des chaleurs molaires à prendre en compte. À prendre en compte. Voilà, on n'étudie pas les chaleurs massiques. Si, on peut les étudier, savoir les valeurs pour une substance donnée, qu'est-ce qu'elles valent. Mais en fait, vous n'utiliserez pas de chaleur molaire en calorimétrie dans le domaine de la physique. Par contre, vous utilisez les chaleurs molaires dans la calorimétrie de, euh, de la je sais plus ce que je viens de dire, hein. Bon, je viens de, parce que j'ai trois idées en même temps à dire, ben, voilà, enfin je sais plus ce que je voulais dire, j'ai perdu le fil de mes idées, euh, enfin bref. Tout ça c'est pour vous dire que le système peut être utilisé dans différents domaines. Électricité, électronique, mécanique, thermochimie, thermodynamique, voilà. Partout vous devez étudier quelque chose, mais vous globalisez, vous englobez voilà, ce qu'il faut étudier de manière à le différencier, le distinguer du milieu extérieur et de voir quelles sont les interactions que le système va subir par rapport au milieu extérieur ou quelles sont les interactions que le milieu extérieur va subir du système. Quand on dit interaction, ça peut venir il n'y a que deux choses ici. Il y a le système et le milieu extérieur. Donc, et ces interactions qu'on peut avoir, mais c'est soit du milieu extérieur vers le système, ou ici c'est plutôt du système vers le milieu extérieur, mais je peux avoir des interactions du milieu extérieur vers le système. Voilà. Alors si je vous prenais par exemple le cas de la thermochimie, tout à l'heure, bah, le système ça peut être beaucoup de choses. Si vous faites un titrage, ben, vous avez la burette, le bécher avec le liquide à l'intérieur, vous avez l'agitateur, vous avez voilà, l'agitateur, voilà, avec si vous avez un pH mètre à vos côtés, pourquoi pas, si vous avez voilà, le liquide titrant, la substance titrante, la substance titrée, voilà, ben, ça constitue un petit peu le système. Si vous avez un calorimètre, ben, un calorimètre généralement il est constitué d'eau, vous aurez l'eau, la substance à étudier, ben, si vous avez un morceau de cuivre, vous devez calculer sa chaleur massique, voilà, vous aurez voilà, vous avez vous pouvez avoir un cours chaud, vous aurez un cours chauffant, et voilà, le calorimètre constitue le système. Donc le système peut être de plusieurs types. Des organes mécaniques. Si c'est en thermochimie, ben, vous pouvez avoir voilà, un titrage, et donc à ce moment-là, c'est tout le matériel qui va avec et les substances nécessaires pour faire le titrage. Voilà, le système, c'est vous qui le définissez à la base. De quoi est-il composé, de quoi est-il constitué? Donc il a un constituant, il a un ou plusieurs constituants, et il a donc un ou plusieurs constituants. Voilà, le système a un ou plusieurs constituants.
peut contenir, bien sûr, des outillages, du matériel. Il peut être constitué d'appareils de mesure, d'indicateurs. Si c'est en thermochimie, il peut avoir des indicateurs pH. Vous voyez qu'on peut englober dans ce système beaucoup de choses. Parce que le but, c'est l'étude des variables. Et les variables, ben, il faut les prendre il faut prendre les mesures de ces variables. Il faut prendre les mesures. Donc on a nécessairement besoin d'appareils de mesure. On a besoin des appareils de mesure, d'indicateurs. Si c'est chimie, bon, on peut avoir des petits indicateurs qui nous donnent vite fait, bien fait le pH, par exemple. Voilà, mais donc le système, bon, il peut être mono ou plus multivariable, mais ces variables-là, il faut pouvoir les maîtriser et savoir qu'est-ce qu'elles valent avant d'avoir un échange, avant d'étudier l'interaction avec le milieu extérieur, c'est de savoir, de connaître son système, de quoi est-il constitué, quels sont les constituants du système, quels sont les appareils de mesure qui sont mis en œuvre, s'ils sont des appareils de mesure de précision ou pas, pour savoir si les variables sont des variables qui vont être précises jusqu'à un certain ordre. Donc le système, c'est beaucoup de choses. Et ce sont les substances, auquel cas, ou les matériaux pris en compte dans le système. Voilà. Et donc, on conçoit que le système est composé d'un contenant et d'un contenu. Il a un contenu, les substances, les matériaux étudiés, et les contenants, c'est-à-dire tout ce qui apparaît de mesure, voilà, les bêchers, les burettes, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Ça dépend de ce que vous allez faire. Vous allez étudier quoi? Les enthalpies, ben vous allez faire une calorimétrie. Pour étudier les enthalpies, il faut faire de la calorimétrie. Vous voulez étudier quoi? Ça dépend de ce que vous voulez étudier. Vous voulez étudier la variation de hauteur, la variation de hauteur due à une pression, ben vous allez prendre un tuban U par exemple. Un tuban U. Le tuban U va constituer aussi bien l'appareil de mesure comme il a un contenant et un contenu. Le contenant, ben, ce sont le liquide ou les liquides qui vont subir la variation de pression. Et le contenant, ben, c'est le tube en lui-même qui est étalonné et qui va indiquer la mesure. Donc le système, qu'est-ce que c'est? Ben, si vous faites du laboratoire, en laboratoire, le système, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tous les appareils de mesure, et tout ce qui va servir à étudier le système. Et donc tout ce qui n'est pas système est milieu extérieur. Et le milieu extérieur et le système constituent l'univers. Le système, en fait, il est dans l'univers. Le système est dans l'univers. Et le milieu extérieur, c'est ce qui est extérieur au système. Mais le système et le milieu extérieur constituent l'univers. Alors je vous rappelle que le système fait face à combien de systèmes? On peut avoir tous des sous-systèmes. Hein. À côté du système, on peut avoir, déjà dans un système, on peut avoir des sous-systèmes. Dans un système même, on peut définir des sous-systèmes. Voilà un sous-système, pourquoi pas. Voilà un sous-système. Voilà. Mais on peut avoir des systèmes extérieurs ici. Voilà, il y a beaucoup de systèmes extérieurs. Hein. Voilà, il y a plein de systèmes extérieurs qui sont tout autour du système. Donc, mais ceci, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire abstraction des systèmes extérieurs ici. Et on va appeler ça, justement, on va se dire que ceci, on va l'enlever, justement. On va se dire que le milieu extérieur, c'est tous les systèmes qui sont à l'extérieur. Voilà, mais qui ne sont pas pris en compte, c'est ça que ça veut dire. C'est tous les effets, enfin pas pris en compte, tous les effets globaux des systèmes extérieurs agiront en tant que milieu extérieur. En tant que milieu extérieur. Donc tout ça, j'enlève. Tous les systèmes extérieurs constitueront le milieu extérieur. Et ici, généralement, quand on étudie un système, on le globalise, c'est-à-dire que tous les sous-systèmes ne constituent en fait que le système globalisé.
Voilà. Bon, maintenant, je vous ai dit que le système va interagir avec quoi? Avec le monde extérieur. Et pourquoi faire? Pour échanger. Échanger quoi? Ben, de l'énergie. Ou échanger quoi? Ben, de la matière. C'est les deux cas de figure possibles. On échange de la matière ou de l'énergie. Et c'est ce qui se passe dans l'univers. Bon, les interactions, ce sont des échanges. L'un donne, l'autre reçoit. Ben, on a ça dans les atomes. Hein. Il y en a un qui reçoit des électrons, l'autre qui en donne. Voilà. Soit il donne des électrons, soit il en prend. Les souris, par exemple, si je prends les souris, ben, ils viennent bon, les souris, ils viennent dans les habitations pour manger. Ils viennent prendre. Les gens, quand ils vont dans un magasin, ils se fournissent dans le magasin. Ouais, ça peut avoir tout le système, peut-être, je veux dire, on peut, à une infinité de vues. Hein. Voilà, ça peut être économique, ça peut être agroalimentaire. On peut voir le système comme étant un magasin, les gens viennent s'approvisionner dans ce système. Voilà, le système peut être tout et n'importe quoi, c'est ça que je vous dis. Maintenant, si vous êtes dans un domaine bien précis, là, il faut restreindre la définition de système. Il va de soi que là, c'est là que vous allez aborder, parce que la notion de système est une notion générale, mais vous devez la particulariser en fonction du domaine dans lequel vous vous situez. Si vous vous situez dans un domaine, là, il faut particulariser cette notion de système. Mais globalement, un système, c'est un échange matière-énergie. Mais quand je dis échange, vous comprendrez que dans la notion d'échange, ben, soit c'est le milieu extérieur renvoie de l'énergie au système. Voilà, dans ce cas-ci, on a ceci. L'énergie est donnée au système. Bon, mais on peut avoir, le système peut donner de l'énergie au milieu extérieur, pourquoi pas? Tout comme la matière peut avoir un échange de matière, ou dans ce sens-là. Il y a deux chemins possibles. Hein. Un échange, ça veut dire quoi? Soit il y en a un qui reçoit et l'autre, si il y en a un qui donne, l'autre il reçoit. Si le milieu extérieur donne, c'est que le système reçoit. Mais si on a l'inverse, on a combien de cas de figure là? Ben, vous voyez qu'on en a 4. On a 4 cas de figure. Là, ici, ce que je dessine là, c'est la flèche qui va de la matière vers le système. Enfin, de milieu extérieur vers le système, je m'excuse. Et c'est quoi? Ben, c'est la matière. Ça, c'est de la matière. C'est un échange de matière avec le milieu extérieur. C'est un échange de matière. Il y a deux chemins possibles. Soit le milieu extérieur fournit de la matière au système, soit le système fournit de la matière au milieu extérieur. Maintenant, on a l'autre chemin possible ici, que vous voyez, là, l'énergie, cette fois-ci, peut échanger. Mais maintenant, attention, je vais vous dire quelque chose, ils peuvent échanger soit de l'énergie ou de la matière, soit de l'énergie et de la matière. Ah, l'échange peut se faire soit au niveau énergétique, soit au niveau matière, ou soit énergie et matière. Énergie et matière.
Donc vous voyez qu'il y a 4 cas de figure. 4 cas de figure. Le milieu extérieur donne de la matière ici au système, ou le système peut donner de la matière au milieu extérieur. Le milieu extérieur donne de l'énergie au système, mais le système donne de l'énergie au milieu extérieur. Et donc ça, on retrouve ça partout. Dans l'univers, les êtres humains font ça. Bon, le fait de manger, c'est justement ça. On fait un échange de matière-énergie, parce qu'en fait, on avale voilà, des minéraux, des sels minéraux, des protéines, des sucres, enfin, des glucides, des lipides, des protides, ainsi que des sels minéraux, je veux dire, qui vont être transformés en énergie. Et les planètes font ça. On n'arrête pas de faire de ça, de matin au soir, elles travaillent. Elles travaillent en faisant ça. Les fourmis travaillent, tout le monde travaille. Les fourmis travaillent, les abeilles travaillent. Le monde extérieur est en parfaite, on va dire, harmonie de, voilà, de mouvement. C'est un mouvement, on va dire, comme ce sont des différents systèmes, on va dire, ce sont des mouvements relatifs à des systèmes. Les fourmis ont leur système, voilà, l'économie a ses propres différents systèmes, et l'être humain a son système. Tout est système, tout est système, et dans ce système, bon, est défini, voilà, un échange perpétuel jusqu'à, bien sûr, la finalité qui est la mort. La mort ou un organe qui, quand je dis la mort, c'est pour un être humain ou une plante. Parce qu'elle meurt, elle vit, enfin elle vit et elle meurt, tout comme les planètes, elles peuvent vivre et mourir. Quand elle explose, c'est fini, elle n'existe plus. Hein. Elle n'existe plus. Voilà. Enfin, on va dire, c'est elle implose, elle n'existe plus. C'est ça. Elle a vécu, elle a échangé de la matière et de l'énergie avec son environnement, qui est le milieu extérieur, mais puis à un moment donné, un jour ou l'autre, elle n'est plus. Comme on se dit que le soleil un jour n'existera plus. Le soleil n'existera plus. Et donc on aura un froid nucléaire, mais d'ici là, la Terre sera prise par le soleil. Hein. Parce qu'ici, une implosion, il y a toutes les planètes qui vont être prises par le système solaire. La stabilité des planètes est due grâce à, je veux dire, à l'existence du soleil. C'est le soleil, c'est le soleil qui permet de, je veux dire, d'avoir un certain, je veux dire, une certaine dimension de vie des autres planètes qui tournent autour du soleil. Les autres planètes vivent grâce au soleil. Sans le soleil, les planètes ne vivent plus. Elles sont prises, elles seront prises dans l'implosion future du soleil. Donc on ne parlera même plus de froid polaire parce qu'en fait, oui, le temps que le soleil s'éteigne, je ne sais pas si elle va s'éteindre totalement, ça c'est une autre question, mais il y aura un froid polaire ici, sur Terre, qui sera invivable. Et une obscurité sans nom. Voilà. Donc, mais justement, le soleil échange de l'énergie avec son environnement. Elle apporte voilà, des rayonnements à la Terre, et la Terre a une quantité suffisante d'énergie pour pouvoir faire en sorte que les plantes puissent y profiter et que les êtres humains puissent en profiter et que les êtres humains soient baignés justement dans une forme d'énergie donnée par le soleil. Voilà, et donc l'énergie, il y a différentes formes d'énergie. Énergie nucléaire, énergie des marées, énergie éolienne, des vents, énergie solaire, énergie musculaire, énergie électrique, énergie magnétique, énergie chimique, énergie thermodynamique. Voilà, il existe toute une panoplie de formes d'énergie. Et les matières ne font pas exception à la règle, dans le sens où autant on a énormément de formes d'énergie, autant il existe énormément de nombreux types de matières, que ce soit solide, liquide ou gaz. On rencontre, on va dire, une générescence de matière, tout comme on rencontre une générescence de types
enfin, générescence d'énergie. Il existe plusieurs formes d'énergie et il existe plusieurs formes de matière. On n'est pas cantonné qu'à une seule matière où il existerait par exemple que du fer. Déjà, s'il existerait du fer, ah, la vie serait invivable. Voilà, s'il n'existerait que des roches, la vie serait invivable. La vie est permise parce qu'en fait, il y a une multidimension au niveau des matières et une multidimension au niveau des énergies. Et c'est ces formes multiples qui font que la vie est possible sur Terre. C'est multivarié. Le système terrestre, pour qu'il puisse, je veux dire, prendre forme sous forme d'existence, eh bien, il faut un système multivarié. Ce n'est pas un système monovarié, c'est un système multivarié. Et on retrouve la richesse de la matière, la richesse de l'énergie, la richesse de... Voilà, et c'est cette, on va dire, richesse multiforme qui fait en sorte que ben, la vie est possible d'être agréable sur Terre. Parce qu'on a beaucoup de substances, on peut faire beaucoup de produits, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire énormément de choses grâce à toutes ces matières et ces énergies. Maintenant, c'est la recherche qui fait en sorte qu'on crée de nouveaux produits agroalimentaires ou de nouveaux produits chimiques ou de nouveaux... voilà, c'est la recherche qui permet ça, ou des nouveaux médicaments grâce à la matière. Ça, c'est... Bon, hein. C'est la recherche qui permet de, bien sûr, de créer de nouvelles matières. Et la matière synthétique et naturelle, bien sûr. Et la matière synthétique et naturelle. Voilà. Mais les formes d'énergie, bon, elles existent sous leurs diverses formes et elles sont multiples et variées. Mais maintenant, les énergies, il y a un point de vue fondamental dans la matière et l'énergie, c'est qu'il y a un point de vue conservatif. Aussi bien pour l'énergie que pour... voilà, ça c'est valable aussi bien pour la matière que pour l'énergie. Alors, au niveau matière, il y a la conservation de la matière. Ben, on le voit tout de suite, qui a déclaré tout d'abord et avant tout qu'il y avait une conservation de matière. Ben, c'est le principe, c'était Lavoisier. Au travers des réactions stoichiométriques. Je vous rappelle que Lavoisier était un précepteur des impôts et que Lavoisier travaillait déjà dans des bilans où il fallait faire des bilans entre les payés et les impayés d'impôts. Donc on avait déjà là une forme il avait déjà une forme, ce monsieur qui est Lavoisier, avait déjà un certain concept de bilan, du bilan. Et que pour être bien vu par l'État au niveau des paiements des impôts, il fallait payer ses impôts, et donc il devait avoir une balance entre ce que devaient les citoyens à l'État, enfin à ce moment-là il ne parlait pas d'État, mais enfin bref, et ce qu'avait reçu l'État. Donc ce que les citoyens devaient donner à l'État, est-ce que l'État avait reçu par rapport à ce que l'État avait institué comme forme de base de paiement d'impôts. Donc on avait là, lui comme il était précepteur d'impôts, ben, il devait déjà faire ces fameuses balances de ceux qui n'avaient pas payé. Et ceux qui n'avaient pas payé étaient, ne respectaient pas le paiement des impôts, n'était pas juste. Et donc lui, il voyait dans le paiement des impôts une certaine justesse quant à payer ce qui devait être dû par le citoyen à l'État pour que l'État puisse faire, fonctionner, voilà, un État justement. Un État fonctionne grâce en partie aux impôts reçus par ses citoyens. Donc lui voyait déjà une justesse, et donc comme il était aussi chimiste, il a mis à profit ces notions de justesse, au profit de la chimie. Donc il a entrevu dans les réactions chimiques qu'il y avait une forme conservative des matières, des substances,
Et donc il en a fait, il en a donné un certain théorème de conservation de la matière. Rien ne se gagne, rien ne se perd, tout se transforme au niveau matière. Puisque Lavoisier, lui, son principe a été défini au niveau matière et non pas au niveau énergétique. Enfin, au niveau de la matière, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme, c'est ce que Lavoisier a dit, au niveau matière. Donc on a un point de vue conservatif au niveau de la matière, mais effectivement, la thermodynamique a vu, comme il y a une dualité énergie-matière, ben, l'énergie, on a vu aussi un même principe qui est un effet conservatif, qui est un des principes fondamentaux de la thermodynamique, qui est le principe de conservation de l'énergie, c'est-à-dire rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme au niveau énergétique. Voilà. Par exemple, si je prends une pile, la pile va fournir, qui est de l'énergie chimique, au niveau, à la base de l'énergie chimique, elle va être transformée en énergie électrique, puisque c'est une pile, et la pile va fournir un certain travail à un élément qui est une charge soit mécanique ou une charge électrique. Et donc, si c'est une charge électrique, elle va débuter du courant de la tension. Si c'est une charge mécanique, ben, le système mécanique va transmettre un certain travail mécanique grâce à l'énergie électrique reçue par la pile. Je pense à une petite voiture. Voilà. Voilà. Et vous voyez que là, il y a une transformation de l'énergie chimique pour la pile vers l'électrique et vers le mécanique. Donc, vous voyez les transformations d'énergie, rien n'a été perdu, tout a été transformé pour être, je veux dire, transformé sous forme de travail mécanique. Voilà. Maintenant, au niveau, si maintenant on réduit le système à un domaine bien spécifique, qui est la physique ou la thermodynamique. Mais avant toute chose, je vais quand même voir ce qu'on peut échanger, donc la matière et l'énergie. Et bien sûr, le travail est une forme d'énergie. Attention à ça, le travail est une forme d'énergie. On peut échanger aussi le travail. Voilà. Le travail est une forme d'énergie. C'est-à-dire, je peux échanger le travail aussi. Hein. Attention à ça. Donc on peut échanger soit du travail, ça se note W le travail. Hein. Bon voilà, c'est le travail. C'est le travail dû à quoi? Aux forces. C'est les forces vont faire effectuer un certain travail. Donc quelque part derrière ce qui est caché derrière le travail, ce sont des notions de force, voire de pression, parce que la pression est une force aussi. Hein. Voilà. P est égal à F la force sur une section, la pression est une force quelque part, hein, par unité de section. Voilà, donc ce qui se cache derrière le travail, c'est tout ce qui est lié aux notions de force. C'est l'énergie due aux forces qui travaillent. Et là dans ce système, là on commence à entrevoir que un système est entouré de quoi? D'interactions avec des échanges qui sont de type soit de matière, de travail ou d'énergie. Des échanges avec qui? Le milieu extérieur, et que le système a été défini par celui qui veut étudier le système. Il veut l'étudier, mais il isole le système
du milieu extérieur. Ceci étant dit, le fait qu'il y ait des interactions, ben, l'interaction elle peut être soit reçue du milieu extérieur, le système reçoit du milieu extérieur, ou le milieu extérieur reçoit du système. Il y a deux cas de figure possibles. Ce qui veut dire que chaque fois, on a deux cas de figure possibles. Soit le système, quand il interagit, mais soit il reçoit, soit il fournit. Soit il reçoit, soit il fournit. Ce qui veut dire que là, il faut savoir distinguer. Il faut savoir distinguer ces cas de figure-là. Chaque fois, il y en a deux ici, deux là et deux là. Et c'est pour ça que, bon, on définira des signes. On aura des signes. Et ces signes, bon, on aura soit un signe plus, soit un signe moins. Alors pourquoi signe plus, signe moins? Ben, quand il y en a un qui est plus, l'autre est moins, peu importe qui est plus, qui est moins. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils seront opposés. Et s'ils seront opposés, ça veut dire qu'il y a un antagonisme. Donc on sait voir l'antagonisme. Et en voyant l'antagonisme, on peut se dire, on peut se voir s'il reçoit ou il a donné, en fonction d'une convention. Ouais. Et ça nécessite bien sûr des conventions. Hein. Il y a les conventions dites altruistes, des conventions égoïstes et des conventions dites mixtes. Voilà. Donc ça dépend. Et ça c'est fort important. Parce que si vous mélangez les conventions, dans vos calculs, tous vos calculs seront faux, à un signe près. Voire même plus, ils seront complètement faux, parce que si vous avez une somme à l'intérieur, une formule sommative, et que dans cette formule sommative, vous mélangez des plus et des moins, la réponse finale, elle est complètement fausse. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, à la base, la première des choses à faire, c'est de savoir la convention. La convention, qu'est-ce qui a été adopté, et n'allez pas mélanger avec des conventions d'autres personnes, parce qu'ils ont leurs conventions. Chacun a ses conventions, je viens de vous le dire. Il y a trois types de conventions. La convention altruiste, la convention égoïste et la convention dite mixte. Et c'est fondamental ça, parce que si vous mélangez les conventions, vos calculs seront complètement faux, soit en thermochimie, soit comment est-ce qu'on appelle ça, en calorimétrie de la branche de la physique. Ouais, parce que je distingue la calorimétrie de la branche de la physique de la calorimétrie de la branche de la thermodynamique. Vous allez voir pourquoi. Donc en fonction des conventions dites altruistes, égoïstes et mixtes, ben, il faut savoir faire la part des choses en connaissant ce que vous utilisez comme type de convention. Quelle est la convention que vous utilisez de signe? Qu'est-ce qui est plus, qu'est-ce qui est moins? Est-ce qu'une entrée est plus et une sortie est moins? Ou est-ce qu'une entrée est plus? Et ça dépendra de quoi? Est-ce qu'elle est plus en entrée comme ceci, je peux mettre plus, et celui-ci moins. Ou je peux mettre moins celui-ci et celui-ci plus. Tout comme je peux mettre plus indépendamment bien sûr de la matière, plus ici et moins là, comme je peux mettre moins pour celui-ci et plus pour celui-là. Voilà. Et ici je peux mettre plus et moins, ou moins plus. Ça dépendra des... Bon, vous faites ce que vous voulez, mais il faut s'en tenir à des conventions respectives. Bon, le système, je peux... Voilà, le système est ici. Voilà, donc en fait, ce qu'on peut échanger, on peut échanger la matière, l'énergie, le travail, suivant des conventions données, si elles sont altruistes, égoïstes ou mixtes. Et elles sont le fruit voilà, elles sont le fruit de principes, que ce soit la matière ou l'énergie, de principes de conservation, soit de la matière, soit de l'énergie. On a un principe conservatif là-dedans.
Donc, je dirais ici, avant toute chose, la première des choses à faire très attention, je dirais ici, c'est attention aux signes. Parce que si vous faites la thermodynamique, attention aux signes. Si vous faites pas très attention aussi, vos calculs seront mauvais. Voilà. Donc, ceci étant dit, je vous rappelle que le système peut être composé de pas mal de choses. Hein. Si vous faites un titrage, si vous faites, un titrage, vous faites, je sais pas moi, de la pH-métrie, vous faites une distillation, voilà, en thermochimie, vous voyez, il y a différents types de systèmes. Bon, en thermodynamique, je vous rappelle que la thermodynamique, c'est utilisé dans pas mal d'endroits, pas mal de domaines. Hein. On peut utiliser la thermodynamique en électricité, la thermodynamique pour faire des bilans énergétiques, hein, pourquoi pas. Voilà. En froid industriel. Voilà, la thermodynamique est utilisée voilà, pour les humides. Les humides. La thermodynamique est utilisée en thermochimie. Voilà, donc la thermodynamique est en fait quelque part un outil pour différents domaines. Vous allez étudier par exemple une électrolyse d'une pile, ben, vous pouvez le faire sous forme thermodynamique. Donc la thermodynamique est un outil, je veux dire, qui va mesurer bien sûr les bilans énergétiques. Les bilans énergétiques. Voilà, la thermodynamique va étudier les bilans énergétiques. Mais maintenant, si vous voulez faire des bilans énergétiques chimiques, ben, vous allez être dans la thermochimie. La thermochimie. Alors ici, quand vous prenez le principe conservatif, ça peut concerner soit la matière, ou soit l'énergie. Soit l'un ou l'autre. Voilà, ça peut concerner l'un ou l'autre. Alors, concernant la matière, ben, c'est Lavoisier. Ça veut dire que les substances moléculaires vont changer de forme. C'est les réactions chimiques. Vous avez des réactifs, ça va vous donner des produits. Ces réactifs-là, ben, vont vous donner des produits. C'est pas les mêmes molécules, mais le nombre d'atomes est conservé. Donc on a une conservation atomique, bien que les molécules ont changé. Donc on a bien une conservation de la matière. Mais la thermodynamique n'étudie pas ces échanges de matière. Elle étudie les échanges, ici, énergétiques. La thermodynamique étudie ceci, les échanges énergétiques. Donc elle fait abstraction, si vous voulez, de la matière. Ça, les conservations de matière, ben, c'est étudié. Les réactions chimiques, stoichiométriques, les réactions, voilà, on a des réactions de matière. On étudie ça. Voilà, par exemple, je pense, mais c'est pas pour autant qu'on n'a pas de situation initiale et de situation finale. Hein. On a toujours, parce que la thermodynamique, bon, qu'est-ce que c'est la thermodynamique? Ben, elle dépendra, on aura une situation initiale, et bien sûr, il y a toute une série de transformations du système. Le système va subir des transformations pour arriver à une situation finale, et peu importe les transformations qu'il y a en intermédiaire, on s'en fout. On s'en fout des intermédiaires. On s'occupe que d'une situation initiale et d'une situation finale. Bon, ben on peut retrouver ça avec la matière. Hein. Avec la matière, on peut avoir ça. Par exemple, je pense en chimie au tableau d'avancement, tableau d'évolution. Vous avez une situation initiale, situation finale. Bon, on peut mettre une situation intermédiaire. Hein, voilà. Bon, pour les cas d'études, on peut faire des situations intermédiaires pour certains cas d'études. Voilà, on peut avoir une situation intermédiaire. Mais la thermodynamique ne va pas étudier les notions de matière, mais les échanges énergétiques.
des échanges énergétiques. Énergie et travail. Donc quand on parlera d'effets conservatifs au niveau thermodynamique, mais c'est relatif à l'énergie et au travail. Et comme la thermochimie c'est l'étude de la chimie en utilisant l'outillage thermodynamique, donc on parlera de thermochimie, mais on n'étudiera pas en thermochimie la matière. Bien qu'on a un certain nombre de mots, là, bon, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots, mais on ne va pas se focaliser. Oui, c'est vrai que c'est par rapport au nombre de mots, je suis d'accord. Hein. Les unités, ce sera par mot, mais on fera intervenir les énergies. Les énergies pour une mole, par exemple. Ouais, pourquoi pas. Les énergies pour une mole. Le travail. Voilà, la thermodynamique, c'est plutôt ceci, en faisant abstraction de ceci. Voilà. Donc, la thermodynamique va s'occuper que de matière et d'énergie. De travail et d'énergie, je m'excuse. De travail et d'énergie. Justement, j'efface la matière, c'est pas pour la... Voilà. Donc la thermodynamique, c'est ce concept-là. C'est le concept de thermodynamique, va dépendre d'une situation initiale du système. On aura une situation du système, un état donné, avec ses variables qui seront d'une certaine valeur à un état initial, et on aura une situation finale. Et on s'en fout des transformations que le système va subir entre eux. Et la chimie, c'est imprègne de la thermodynamique, on aura ce qu'on appelle la thermochimie. On aura de la thermochimie. On aura de la thermochimie. On aura de la thermochimie. Mais maintenant, la thermochimie peut étudier soit la thermodynamique relative à une situation initiale, et une situation finale. Mais la thermochimie peut étudier aussi, on peut étudier en chimie bien sûr la cinétique. Mais la cinétique donne des valeurs entre la situation initiale et la situation finale. Donc là on peut avoir la cinétique, c'est la vitesse des réactions en fonction du temps. Donc on peut avoir la vitesse de la réaction à n'importe quel moment. Donc on peut calculer, on a un temps défini, quel que soit le temps. On n'a pas une situation initiale, situation finale comme on l'a en thermodynamique. En cinétique chimique, ben, on peut étudier la réaction en n'importe quel moment. Donc on peut avoir des états intermédiaires d'études et voir l'évolution, alors que la thermodynamique, non, on a une situation initiale, situation finale, point. Peu importe ce qui s'y passe. Et pour étudier voilà, les réactions, en général, on étudie aussi bien la thermodynamique chimique qui est la thermochimie, mais aussi bien la cinétique chimique. Donc l'un ne va pas sans l'autre, on étudie les deux. En chimie, on étudie la thermodynamique et donc la thermodynamique chimique. Donc en chimie, on étudie la thermochimie des réactions ainsi que la cinétique des réactions. Et pour connaître une réaction complètement, ben, il faut avoir les deux points de vue. L'un ne suffit pas. La cinétique ne suffit pas et la thermodynamique ne suffit pas. Ils se suffisent à eux deux. C'est les deux qui vont se suffire pour étudier, si vous voulez, un système qui est une réaction chimique. Réaction chimique, enfin, un système qui est, on va dire, lié à une réaction chimique. Voilà, un système qui est lié à une réaction chimique. Réaction chimique qui s'est fait, bien sûr, avec de la fourniture, avec du matériel, et des outillages et des appareils de mesure. Hein. Voilà. Ces outils ont permis de prendre des mesures, hein, par exemple un calorimètre pour mesurer la chaleur. Je pense à voilà, un pH mètre, je pense à un conductimètre, je pense à voilà, tout ça peut aider pour prendre des valeurs du système et pour étudier par exemple la réaction. Voilà, je connais la conductivité, je connais le pKa, je connais le pH, je connais la vitesse de réaction en un temps donné, peu importe à quel moment, par prélèvement en plusieurs phases. Je peux avoir, voilà, par un titrage, prélevant en plusieurs phases, voilà, la vitesse de réaction, enfin le nombre de moles formés en fonction du temps.
nombre de moles formés en fonction du temps. Voilà. Donc ce qui veut dire que la thermodynamique, la thermochimie, ça va être ça. Maintenant, si je prends un point de vue de la calorimétrie est l'étude des chaleurs. Bon, mais on peut l'étudier de deux cas de figure, soit en thermochimie ou en thermochimie ou en donc la calorimétrie peut s'étudier soit au niveau de la branche de la physique ou au niveau de la branche de la thermodynamique. C'est ça que je veux dire. Donc une réaction on peut l'étudier sur base de la thermochimie. Réaction sur base de la thermochimie pour étudier ces chaleurs. Voilà. Mais on peut étudier aussi les réactions sous forme de branche de la physique. Branche de la physique. Voilà, ceci entame donc une vidéo qui va faire face à d'autres nouvelles vidéos et qui vont élargir donc ce concept ou ces concepts pour en arriver à la calorimétrie. Avant d'aborder les notions de calorimétrie, il faut savoir exactement à quoi on en a affaire comme système, et quelles sont les conventions de signes adoptées et quels sont, je veux dire, les paramètres pris en compte. Et je vous le dis tout de suite, les paramètres pris en compte en calorimétrie, bon, sont là devant vous. On aura la masse qui est de la matière, il y aura une variation de température qui induira une variation d'énergie en fonction d'une substance bien précise. Voilà, et donc ça va être le but de la vidéo suivante qui sera lié au concept de la calorimétrie. Voilà, je vous remercie.